Et voilà, c'est chose faite maintenant. La vaccination anti-cholérique va être rendue obligatoire pour les touristes entre la France et l'Espagne à une date qui n'est pas encore précisée. On n'est jamais trop prudent. Bien sûr, le choléra, aujourd'hui, ce n'est pas l'équivalent de la peste au Moyen-Âge. On le guérit, on en vient à bout fort bien, sans trop de difficultés quand il est saisi à temps. Encore vaut-il mieux essayer de prévenir. À une date qui reste donc à fixer, qui pourrait être le 4 août, juste après les grands départs, toute personne allant en Espagne ou en revenant devra avoir été vaccinée, soit avant de partir, soit sur place en Espagne ou au Maroc avant de rentrer. Déjà, beaucoup de monde est plus tôt que prévu sur les routes venant d'Espagne. Depuis que l'annonce officielle est faite, depuis qu'on sait qu'il y a des cas de choléra dans la région de Saragosse, le retour des vacanciers de juillet est amorcé. Madame, vous arrivez d'Espagne? Oui, Vous étiez en vacances dans quelle région? nous avons fait la région Méditerranée, Oui. au-dessus de Barcelone, la Costa Oui. Brava et l'Atlantique. Et l'Atlantique. Et vous avez entendu parler de cette épidémie de choléra? Oui, oui. Qu'en pensez-vous? Mais ça nous a un peu affolés, on a un peu peur, on est parti. Vous avez eu peur? On est parti, oui, on a encore 8 jours de vacances à passer, mais on va les passer en Bretagne. Vous avez eu peur à cause de vos enfants peut-être qui sont Oui, jeunes? oui, ils sont jeunes, enfin 7 et 8 ans. Vous auriez pu vous faire vacciner. On a préféré partir avant. Pour l'instant, il n'y a pas encore de vaccin obligatoire. De toute façon, en Espagne, le vaccin, je crois que les gens sont affolés, il n'y en a pas beaucoup. Monsieur, vous partez pour l'Espagne avec votre femme et vos enfants. Enfin, nous traversons l'Espagne. Et savez-vous qu'il y a une petite épidémie de choléra? Oui, nous l'avons appris. Ça ne vous inquiète pas trop? Bah, écoutez, le choléra, oui, mais il faut quand même essayer d'arriver à la destination, non? Oui. Et si on vous demande des mesures, il y aura peut-être des mesures sanitaires, des vaccinations. Est-ce que cela va vous ennuyer pour traverser l'Espagne? Ah, bah, ça m'ennuie dans la mesure où ça fait perdre du temps. Vous revenez d'Espagne, monsieur? Oui, monsieur. Est-ce que vous avez entendu parler de l'épidémie de choléra? Non, nous sommes partis juste avant. On ne le savait pas d'ailleurs. Vous l'avez appris en France? Oui, en France. Épidémie en Ah non, Espagne. il n'y a pas d'épidémie. Non. Il n'y a pas d'épidémie. Vous avez vu certains cas? Non, absolument pas, non. Vous revenez d'Espagne, monsieur? Oui, madame? de Salou. Est-ce que vous avez entendu parler de l'épidémie de choléra? Oui, j'ai entendu ça au radio. Vous n'aviez pas peur d'attraper la maladie? Oh, pensez-vous, ça prend pour un sujet comme nous, les Français, on est là pour dire. Hein. J'ai passé 15 jours en Espagne. Vous étiez à quel endroit? Oh, je suis allé aux îles Canaries et puis à Malaga. Est-ce que vous avez entendu parler de l'épidémie de choléra? Non, pas du tout. Vous voyez, en Espagne, on n'en a pas du tout parlé. Mais je l'ai écouté sur mon poste radio en rentrant et j'ai été un peu surpris. Ça m'a fait un peu peur. Vous avez eu peur rétrospectivement? Et oui, et puis maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Il faudra bien attendre. Vous retourneriez en Espagne? Oh non, pas pour l'instant. Il faut attendre pour voir ce que ça donne, cette épidémie de choléra. Ce qu'on dit. Il faut attendre. Oui, on n'en a pas parlé très vite en Espagne. Vous vous souvenez des tergiversations du gouvernement espagnol avant du verdict de l'Organisation mondiale de la santé. En dehors des postes frontaliers spéciaux, voilà où se faire vacciner en France, en province, liste qui n'est pas limitative, tous les dispensaires d'aide et d'hygiène sociale, également les centres médicaux des aéroports et d'Air France. Et puis, à Paris, d'autres établissements sont en mesure de faire face à la demande. Vous envoyez l'adresse ici même. Notons que dans les pays touchés, Espagne et Maroc, une campagne massive de vaccination est en cours. Ici au Maroc, on prévoit 70 000 vaccinations par jour à Casablanca. C'est dans le nord-ouest, près de Nador et Melilla, qu'une cinquantaine de cas suspects avaient été les premiers décelés il y a 2 semaines, mais officiellement, on vaccine, mais on dit qu'il n'y a pas de choléra au Maroc. En Espagne, on a commencé la campagne de vaccination il y a plusieurs jours, tout au moins sérieusement dans la région de Saragosse, et depuis hier, on sait que 7 millions de personnes ont été vaccinées au total dans la péninsule ibérique. Rien d'officiel quant au chiffre de cas suspects à Saragosse, on parle de 250 et de 22 morts. Ce n'est pas officiel. Enquête à Paris de Serge Miseret sur les conséquences touristiques pour l'Espagne. Cette épidémie, c'est un coup dur pour l'Espagne. Pour le tourisme, du moins. Ne dirais-je pas épidémie en Espagne? Disons quelques cas de choléra. Disons quelques cas de choléra dans la province de Saragosse. Oui. Je conseille aux touristes de d'abord regarder la carte, parce qu'il verra que la province de Saragosse est à peu près de 1000 km², mais il s'agit de la vallée du Jalón, un périmètre de 100 km à peu près, où se sont produits les cas de choléra.
Je dis ça parce que les cartes dites géopolitiques généralisent trop. Mais cette province est tout de même proche de la frontière française. Oui, je ne sais pas exactement, 200 km à peu près. Et vous, directeur du bureau de tourisme espagnol à Paris, est-ce que cela vous pose des problèmes? Non, pas pour l'instant. Les gens viennent. Non. Continuez à venir? Oui, il y a des consultations téléphoniques. Ils me demandent pour savoir s'il faut se faire vacciner avant d'entrer en Espagne, mais c'est tout. Et vous, que conseillez-vous aux touristes qui veulent Ne pas visiter la province de Saragosse, c'est tout. D'abord, oui. Et bien sûr, se faire vacciner. Bon, ça dépend des autorités sanitaires. Je crois que les autorités sanitaires françaises ont conseillé de se faire vacciner, mais en tout cas c'est volontaire, c'est tout à fait volontaire. Dans les départements français frontaliers, depuis plusieurs jours, il y avait concertation au niveau préfectoral. Et les premiers, hier, le département des Pyrénées-Atlantiques recommandait la vaccination. Le département des Pyrénées-Orientales installait des centres de vaccination sur plusieurs postes frontières. Mais il y avait quelquefois difficulté à se procurer le vaccin, bien que les doses soient en réserve, largement 20 millions de doses à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur devant lequel on attendait ce matin. Vous partez en Espagne, monsieur? Oui, monsieur. Et vous venez vous faire vacciner? Oui, parce que, d'après ce qu'on dit, il vaudrait mieux partir vacciner. Mais enfin, tout de même, une vaccination, c'est quelque chose de pas tellement agréable, au fond. Pourquoi Oui, mais je crois que les vacances, c'est quand même plus agréable qu'une vaccination. Oui. Et vous partez dans quelle région? Tiens, je m'en vais dans la province de Barcelone. Bien. Est-ce que cette annonce de choléra, ça vous fait peur Non, pas du tout. Non, je crois qu'il y a plutôt de l'affolement qu'autre chose, parce que vers Barcelone, il n'y a pas grand danger. Vous êtes venu spontanément à l'Institut Pasteur? Vous n'êtes pas allé dans une pharmacie avant? Oui, j'étais dans les pharmacies, il n'y a pas de vaccin. Pas du tout? Pas du tout, il y a pas. Vous êtes allé dans une ou dans plusieurs? Plusieurs pharmacies. Et c'est dans ces pharmacies qu'on vous a conseillé de vous rendre... Non. Et comment avez-vous appris que... Pour le journal. Bien. Et pour la télévision. Et ça vous fait pas peur un petit peu la vaccination, non? Bon, la vaccination ne fait pas peur. C'est la question que je vais dans la région où il y a le choléra. Ah bien. Si je vous dis je pars en Espagne et je veux du vaccin, je veux me faire vacciner, est-ce que c'est possible? Que vous fassiez vacciner, oui, mais que moi je vous en procure, pour l'instant, c'est pas possible. J'en ai pas eu un seul ce matin. Oui, parce que justement, devant l'Institut Pasteur et devant les dispensaires, il y a la queue. Alors, je ne veux pas attendre et je veux me faire vacciner. C'est pas possible. C'est pas possible? Non, c'est pas possible du tout. Donc, je n'en ai pas un seul de disponible. J'en ai reçu 4 hier et j'en ai 30 en commande. Mais vous avez... Alors, la seule chose, c'est d'envoyer au dispensaire, ce qui est complètement ridicule, puisque l'Institut Pasteur, soi-disant, a 21 millions de doses de disponibles, et nous, en tant que pharmaciens, on ne peut pas en avoir une seule. Si l'on est un peu effrayé par la foule qui se presse devant l'Institut ou devant les dispensaires, a-t-on la moindre chance d'avoir du vaccin chez vous? Chez moi, je peux vous dire que j'attends la livraison, mais c'est aléatoire, quoi. C'est-à-dire qu'on peut envoyer les gens, parce qu'il paraît qu'il y a des centres maintenant qui sont ouverts. On peut toujours envoyer les gens vers les centres, et puis en principe, on les vaccine, quoi. Mais chez moi, c'est un peu difficile. Donc vous conseillez à vos clients de vous adresser plutôt soit à l'Institut, soit au centre. Je crois que c'est un problème de distribution. En fonction de l'approvisionnement, de la mise en place des vaccins, M. Boulin va dire très prochainement quand entrera en vigueur l'obligation de vaccination. D'ailleurs, hier soir, à Télémidi, le ministre nous disait déjà... En conclusion, pas d'affolement, que les gens poursuivent leurs vacances, qu'ils prennent un certain nombre de précautions tout à fait normales en s'abstenant de boire de l'eau ou des légumes arrosés avec de l'eau fraîche, et puis qu'ils prennent un certain nombre de précautions, et s'ils ont des troubles, eh bien, s'ils viennent en France, ils seront bien entendu traités. Nous avons tous les moyens pour ce faire. Et pas de quarantaine. Et bien entendu, la quarantaine qui ne joue pas en cette matière. Hier soir, à Télésoir, bien sûr, vous aurez rectifié de vous-même, c'est la même maison. Donc, dossier choléra, voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Tout de même, pas d'affolement. Autre nouvelle de France, perturbation dans le trafic aérien. La grève du zèle des contrôleurs aériens a commencé ce matin, elle va se poursuivre demain. Retard au départ d'Orly jusqu'à 50 minutes ce matin, au départ du Bourget, une dizaine de minutes seulement. La fête annuelle du quotidien communiste L'Humanité n'aura pas lieu comme chaque année jusque-là depuis 1965 sur la pelouse de Reuilly au bois de Vincennes les 11 et 12 septembre prochains. Chaque année, le Conseil de Paris émet un avis défavorable à la tenue de cette fête à Vincennes. Le président de la République autorisait tout de même la réunion jusque-là, ce qu'il n'a pas fait pour cette année, pour 1971. L'Humanité ce matin proteste contre
ce qu'elle appelle une atteinte aux libertés, aux droits d'expression et de réunion. Messieurs Duclos et Andrieux, à droite et à gauche sur notre photographie, l'ont dit au nom du Parti communiste et au nom de son journal hier soir. Ils considèrent que l'on punit leur journal pour avoir mené campagne sur les affaires récentes de scandales financiers. Monsieur Rive-Henry, le député inculpé dans l'affaire de la garantie foncière, le scandale immobilier, s'est fait entendre ce matin par l'intermédiaire de son avocat, Maître Tixier-Vignancourt, qui donnait une conférence de presse. Qui aurait pu avoir intérêt à s'attaquer à M. Rive-Henry? L'avocat, lui, ne s'occupe jamais du plan politique, même lorsque la politique l'intéresse. Je vois là-dedans principalement une affaire de concurrence. Une affaire de concurrence d'une ou deux autres sociétés, et qui travaillent exactement dans les mêmes conditions que la garantie foncière, mais qui sont exemptées de visite de la police judiciaire, du contrôle polyvalent et bien entendu de toute inculpation. Je serais quand même surpris que vous ne vous intéressiez pas au côté politique de l'affaire. Le côté politique de l'affaire, je ne l'aperçois pas pour l'instant. Je ne peux pas l'apercevoir à travers le dossier que j'ai. Il me faudrait pour cela d'autres informations, à condition bien sûr qu'elles fussent sérieuses. Je vous remercie. Les conditions de logement des travailleurs étrangers en France, le gouvernement est en train d'enquêter et nous allons en avoir les résultats, tout au moins provisoires. François-Henri de Virieu. Oui, alors avec nous aujourd'hui, M. Vivien, qui est le secrétaire d'État au logement. Monsieur le ministre, le 8 juillet, vous étiez à Fos-sur-Mer hier. Vous avez visité dans la région parisienne 2 foyers d'accueil pour travailleurs, ceux de Limay et de Meudon, qui abritent certains ouvriers de la régie Renault. Alors, but de cette tournée d'inspection que vous entreprenez actuellement un peu partout en France, éviter que ne se créent aux abords des grandes entreprises, des grands chantiers de travaux, ces trop célèbres bidonvilles qui sont hélas la lèpre, la honte de nos sociétés industrielles. Malgré les moyens mis en œuvre par le gouvernement et aussi quelquefois par les entreprises, 45 000 personnes, vous me démentirez si je me trompe, vivent encore en France dans ces bidonvilles. Et ce qui est peut-être encore plus grave, c'est que près d'1 million de Français et de travailleurs étrangers vivent dans des logements insalubres. Et si l'on y prend garde, de nouveaux bidonvilles risquent de surgir, de nouveaux logements sauvages risquent de surgir dans certaines zones en modernisation. Je vous propose de regarder d'abord l'enquête que Pierre Champty a fait sur ce sujet. À Fos-sur-Mer, l'arrivée des premiers ouvriers a donné l'alerte. Pour construire les usines de ce qui sera le grand centre industriel de la région méditerranéenne, ils viendront nombreux. 8 000 l'année prochaine, 13 000 dans 2 ans. Où vont-ils se loger? C'est pour la région de Fos le premier problème à résoudre. En principe, on doit terminer cette année 4 500 logements, plus 8 foyers de 2 400 places. Pour l'administration, tout sera prêt à temps. Mais les premières caravanes et les premiers baraquements sont apparus, alors on s'inquiète, Fos ne va-t-il pas devenir un immense bidonville? Car l'expérience prouve qu'il est très difficile d'éviter l'apparition des bidonvilles aux portes des grandes cités, autour des chantiers ou des usines. Ici, à quelques kilomètres de Flins, une centaine d'Algériens et de Marocains vivent entassés dans de vieilles roulottes. 2 fois par jour, un car passe les prendre pour les conduire à l'usine Renault. Dans le car, ils retrouvent quelques camarades, des compatriotes, qui, eux, habitent à Limay, dans l'un des foyers de la régie. Un foyer pour célibataires, comprenant 200 chambres individuelles et un équipement collectif complet. Renault emploie 20 000 travailleurs étrangers. 4 000 sont logés par la régie, les autres se débrouillent. Ceux qui vivent ici sont des privilégiés, pourtant ils ne sont pas satisfaits. On est malheureux. Pourquoi? Parce qu'ici, on paye, par exemple, on paye 20 000 balles par mois, hein, et nous, on touche 115 000 balles par mois. Et ici, s'il vient un copain chez nous, de la famille ou quoi, hein, c'est interdit de rentrer. Hein. Par exemple, pour rentrer des filles ici, c'est interdit aussi. Mais par rapport à ceux qui vivent dans les bidonvilles, vous êtes tout de même des privilégiés, non? Ah oui, quand même, oui. On est plus meilleurs qu'eux, quoi. Hein. Mais eux, ils consomment un peu d'argent plus que nous. Hein.
Eux, ça leur coûte moins cher. Oui, ça coûte moins cher. Il y en a dans des bidonvilles, dans des cars, par exemple ici à Porcheville, n'est pas loin de nous. Il y en a 6 à 7 dans un car, un vieux car. Et le gars, il paye 1000 balles, 1005 par mois. Oui, mais vous ne préférez pas vivre dans une chambre qui est relativement... Si, on préfère, mais qu'elle soit un peu moins chère ou que soit notre salaire plus élevé, un peu. Quelque chose de bien moins cher. J'ai habité ici parce que je paye pas moins cher. Si j'ai parti au foyer, ça coûte cher, 1000 francs, ça coûte cher pour moi parce que moi j'ai de la famille. Et ici, vous payez combien? J'ai payé 8000 francs par mois. Ce qui vous permet d'envoyer de l'argent à votre famille? Oui, monsieur, j'ai envoyé de l'argent pour la famille parce que si j'ai parti au foyer, si j'ai payé 20 000 francs par mois, je n'arrive pas à envoyer pour la famille. Le foyer, le meilleur, mais ça coûte cher. Vous avez de la famille, est-ce que vous leur envoyez de l'argent de temps en temps? Bien sûr, parce qu'on vient ici pour travailler, on est pauvre la famille là-bas, au Maroc par exemple, j'envoie tous les 2 mois 20 000, 25 000 balles, hein, ce qui me reste. Est-ce que c'est difficile d'entrer ici? Oui, c'est dur de rentrer, il faut attendre, il faut une liste d'attente, hein. Il faut l'attendre un moment. Quoi. Et il faut attendre longtemps? Oui. Ça dépend. Rentrer, 2 mois, 3 mois, 4 mois, même une année. Normalement, c'est pas pour les étrangers, c'est pour toutes les nationalités. C'est des gars qui sont isolés, qui n'ont pas de famille là au coin, qui sont à l'endroit, au banlieue, qui viennent de loin. Par exemple, il y en a même des Français qui viennent de loin, de la Bretagne ou n'importe où, qui viennent ici, qui se logent avec nous. Hein. Mais maintenant, ils ont fait, je sais pas moi, ils ont fait uniquement que pour les Français. Ils attendent ce qu'il y a un étranger qui sort et le remplace un Français. Maintenant, les nouveaux sont tous Français. Oui, ce sont tous des Français. Ou du Portugais. Parce que le responsable à l'usine Renault, c'est un Portugais. Oui, monsieur le ministre, un thème qui revient souvent dans ces interventions, les travailleurs trouvent que c'est trop cher. Alors, qu'en pensez-vous? On peut toujours trouver que tout est trop cher, mais je crois que les téléspectateurs auront jugé eux-mêmes. Il faut être très précis. 6 francs 20, les quelques brèves séquences que vous avez montrées sur la qualité des chambres, qui sont des chambres individuelles, comprennent les charges. 6 francs par jour. 6 francs 20 par jour. 6 francs anciens par jour. Comprennent le blanchissage. C'est le minimum. Non, c'est le prix. C'est un maximum presque. Au contraire, 6 francs 20. Comprenant le blanchissage, le gaz, l'électricité, la place de parking, car une partie de ces ouvriers que vous voyez, et je me permettrai de reprendre une de vos déclarations, disant Renault emploie 20 000 étrangers, en loge 4 000. Tous les ouvriers embauchés par Renault qui viennent par l'Office national d'immigration sont logés dans les foyers. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'il en rentre malheureusement. Il y a une forme de ségrégation d'ailleurs qui est assez curieuse et de racisme que l'on trouve. C'est tout juste si maintenant l'ouvrier que vous venez d'interroger, qui consacre à peu près 15% de son revenu à se loger, mais en même temps à se chauffer, à avoir sa plaque de gaz. Car il y a effectivement un problème, que j'ai saisi comme vous, où il se plaint que dans le foyer, il ne puisse pas recevoir des femmes. C'est un foyer qui héberge des gens qui font les 3 postes, à 3-8, où il essaie d'avoir un minimum de calme et d'ordre. Vous avez la salle de télévision, vous avez ce qu'on appelle la partie loisirs. Alors je crois que ça, par comparaison on peut le juger, et que la critique quant au prix, je souhaiterais que tous les foyers d'hébergement aient cette qualité esprit. Deuxième point important, si vous le permettez, et j'enchaîne très rapidement, il ne faut pas oublier que j'ai pris la régie, vous avez tout à l'heure parlé d'une visite de contrôle, une visite d'information en même temps, je reviendrai sur Fos dans quelques instants, mais Renault est exemplaire en ce sens, et je souhaiterais que d'autres industriels s'en inspirent, et en peut-être sa dimension, c'est qu'elle a commencé dès 1950 à prévoir le logement de ces ouvriers, et que vous avez dans les foyers 30% de Français, mais que dans les 10 000, si je vous cite de mémoire, environ 10 000 logements qui ont été créés par Renault, 20 000 dans l'ensemble du parc, sont logés des ouvriers, certains ouvriers étrangers qui ont transité d'abord en célibataire dans la cité de transit et qui sont retrouvés dans un F3 ou F4 au même titre qu'un travailleur français. Mais pas de ségrégation dans le logement. Il y a tout de même une question que je me pose. De quels moyens de persuasion dispose le gouvernement vis-à-vis des entreprises pour leur demander de faire un effort en matière de logement de leurs ouvriers étrangers? D'abord, il y a la vertu de l'exemple. Et puis, comme on ne peut rien faire sans crédit, il est bon de rappeler qu'il y a une politique. D'abord, vous avez tout à l'heure parlé de bidonville, effectivement, et vous avez un enchaînement qui pourrait prêter à confusion dans vos 2 séquences, où on enchaîne directement sur les quelques roulottes autour de Flins en sortant de Fos. Alors, sur Fos, il y a une action faite par une association
nous essayons de susciter des associations dans lesquelles, par exemple, le port autonome, les industriels sont représentés. Vous savez qu'il existe le problème du 1% qui permet le financement par les entreprises, des foyers en particulier, que nous complétons, et je ne rentrerai pas dans une énumération de chapitres budgétaires, mais par exemple, on a ce qu'on appelle les PERI, qui sont des programmes de résorption d'habitat insalubre, où chaque année, le ministère de l'Équipement et du Logement, M. Chalandon et moi-même, nous donnons 4000 lits. 4000 logements qui représentent 12 000 lits. Vous avez le FAS, l'action de M. Fontanet et de ses services, c'est le fonds d'aide sociale qui permet une complémentarité de financement, la prévention des sols, et par les entreprises, et par exemple sur Fos, nous avons même des expérimentations qui doivent nous être utiles pour Roissy, pour Dunkerque, où nous anticipons le logement des travailleurs immigrants, précède l'arrivée des travailleurs immigrants, avec une nouvelle présentation qui va du camp de caravane où nous sommes également très prudents et très exigeants quant aux normes. Un nouveau texte est d'ailleurs en train de donner des lettres de noblesse à ces centres de caravane, des parcs de maisons mobiles, où là c'est une nouvelle formulation. Il ne s'agit pas de voir, et une certaine opposition a voulu voir les Français ou travailleurs immigrants des roulottes. La maison mobile tire son nom du fait de sa facilité d'implantation. Elle a les mêmes qualités que l'habitat en dur traditionnel. Vous êtes formel, monsieur le ministre. Tous les travailleurs de Fos seront logés à temps. Alors là, vous faites bien de me poser cette question. Il ne s'agit pas de faire de l'autosatisfaction. À l'heure actuelle, je vais vous montrer ce qu'est le problème du secrétaire d'État au logement qui doit inciter, car tout est incitation dans le gouvernemental, mais en même temps prévoir le financement. Je suis dans la capacité de savoir s'il y aura 6 000 ou 9 000 travailleurs immigrants qui vont arriver à Fos cette année. Donc il y a une fourchette de 3 000. Et c'est un des problèmes sur lesquels, alors là, nous incitons les entreprises à nous faire connaître leurs besoins, et c'est pour ça que le gouvernement a créé le groupe interministériel permanent où l'ensemble des ministères qui ont à connaître de ces problèmes se rencontrent. Le secrétaire d'État au logement anime les travaux, mais l'ensemble des ministères, de M. Boulin, de M. Fontaine et de M. Marcelin, font un travail d'équipe. Alors grâce à cette émission d'aujourd'hui, certains industriels savent qu'ils peuvent se retourner et nous faire part de leurs besoins, et en fonction des crédits dont nous disposons, en fonction d'une planification, nous essayons d'endiguer, car il ne servirait à rien de détruire les bidonvilles, comme nous l'avons fait, et les chiffres que vous rappelez, 45 000, dont la plus grande partie en région parisienne, 900 000 habitats insalubres, c'est-à-dire depuis la loi du 10 juillet 70, des gens logés dans un vieil immeuble où on entasse, comme le signalait l'ouvrier tout à l'heure, où on entasse 4 ou 5 ou 12 ou 15 personnes, des fois dans des pièces de 12 mètres carrés. Ceci est planifié. On ne peut pas tout faire à la fois, mais je me permets de signaler que malgré tout, M. le Premier ministre a quadruplé les crédits d'une année sur l'autre. Qui paiera à Fos ? Alors à Fos, il y a eu un financement du 65-30, c'est-à-dire le chapitre budgétaire qui était fait pour lutter contre les bidonvilles, et c'est le nouvel aspect de la prévention. Il y a également le fonds d'aide sociale qui participe, et également les industriels, et nous sommes en train d'inciter les constructeurs à financer la construction avec un amortissement loyer dans le temps. Merci. Nous allons maintenant à la Bourse de Paris. La tendance avec Gérard Vidalanche, et en particulier, où en est-on sur le marché de l'or, Gérard ? Eh bien, pas de fièvre jaune, si je puis dire, car la température a baissé très sensiblement à Paris. 5 francs de moins sur le lingot à 7 390, voici les cours. 61,60 sur le Napoléon, c'est une baisse de 50 centimes. Surtout aux États-Unis, la porte qui avait été entrebâillée, vous savez, à ce marché américain de l'or, ce marché tout à fait spontané, eh bien, le département du Trésor réagit maintenant, et il semble bien que ce marché soit bientôt maintenant fermé. Les valeurs françaises sont en hausse aujourd'hui, les boursiers sont déjà, si je puis dire, dans le mois d'août, car les achats à crédit ont commencé pour ce mois d'août, si bien que les valeurs françaises progressent, surtout sous la conduite des pétroles, avec les pétroles d'Aquitaine, la Française de raffinage et Baird. Voici, c'était la tendance pour aujourd'hui. Merci Gérard. La coopération franco-soviétique, il y a quelques difficultés, mais elles ne sont dues qu'à la conjoncture, les perspectives sont bonnes. Voilà ce qu'a dit ce matin à Moscou M. Kosygin à M. Giscard d'Estaing, qu'il recevait à l'occasion de la réunion de la Grande Commission franco-soviétique. France-Canada, cet automne, Maurice Schumann se rendra en visite officielle au Canada. Le ministre des Affaires étrangères effectuera la première visite officielle à Ottawa depuis le voyage écourté du général de Gaulle en 1967. Palestiniens, appel solennel à l'unité des chefs arabes pour le soutien des Fédayines contre le régime actuel de Jordanie, contre le roi Hussein. Soudan, état d'urgence et combat à Khartoum, fusillade encore ce matin autour du palais où s'est réinstallé le général Nemeiri, à la grande satisfaction de ses voisins libyens. Dernière nouvelle, les trois condamnations, 3 officiers de l'armée soudanaise accusés de complot, le complot qui avait mis M. El Nour au pouvoir, ils sont condamnés à mort, ils seront exécutés ce soir.
C'était l'essentiel des nouvelles de l'étranger. Et maintenant, nous en venons au sport avec Patrick Chapuis. À commencer peut-être avec le cyclisme, la formation de l'équipe de France. Oui, je vous proposerai de regarder cette sélection. Auparavant, je vous présente Gérard Moléron, qui est un des plus jeunes. L'un de la sélection. Le plus jeune peut-être, il a 23 ans, et c'est d'ailleurs une sélection qui est très jeune. Je vous propose de regarder cette sélection maintenant. Vous allez remarquer que c'est une sélection qui est un panachage entre un certain nombre de jeunes, de très jeunes même, comme Hézard, Santi, Molineris et Moléron. Revoilà Poulidor. Et Poulidor est là. Poulidor est là, en tête, parce que cette liste correspond un peu à l'ordre de préférence du capitaine Marillier. Mais ce sera Guimard, le chef de file. Ce championnat du monde aura lieu à Mendrisio, en Suisse, le 5 septembre prochain. Football, c'est actuellement la saison des transferts, avant le début du championnat de France qui est prévu pour le 11 août prochain. Deux nouveaux transferts connus ce matin. Philippe Gondet, l'avant-centre de Nantes, qui va jouer à Paris-Joinville pendant 2 ans. Et Jean-Paul Escal, le gardien de Marseille, qui est transféré à Ajaccio, en remplacement de Dominique Baratelli, qui a été racheté par Nice. Et puis, il y a toujours le cas Combin. Vous savez que Combin, c'est ce joueur franco-argentin qui avait joué pendant 8 ans en Italie, après avoir été sélectionné en équipe de France. Il était au Milan AC l'an dernier, mais le Milan AC veut le céder à un club français. Pour l'instant, Combin est en vacances à Toulon. C'est un homme du soleil, il voudrait rester en Méditerranée. Il a d'ailleurs dit à Jean-Claude Jouan, regardez, c'est un reportage de notre station de Marseille. Nestor Combin à Toulon, Nestor Combin en vacances, mais ce sont des vacances familiales, je crois. Oui, je viens de finir la saison il y a certainement 15 jours. Et je viens ici, j'habite ici à Toulon. J'ai mes beaux-parents qui habitent ici. Enfin, j'ai la maison, j'ai mon commerce ici à Toulon. Nestor, on parle beaucoup de vous et l'on parle beaucoup de la venue de Nestor Combin dans de nombreux clubs français. On a parlé de Nice, on a parlé de l'Olympique de Marseille, on parle actuellement beaucoup du Football Club de Metz. Qu'en est-il exactement? Ma foi, ça, c'est... Je peux dire que je savais déjà quelques mois que Marseille me voulait acheter. Et aussi, j'avais entendu un petit peu de mecs qu'il était intéressé à m'acheter. Parfois, maintenant, je suis... Surtout que maintenant, il n'y a pas eu un dirigeant qui me soit informé. Pas... Seulement, je peux dire que... Vous n'avez eu aucun contact? Aucun contact avec une société. Et du temps où vous étiez en Italie, je crois que Mario Zatelli est venu vous voir jouer. Qu'en est-il ressorti lorsqu'il est venu vous voir? Nous, on avait parlé à Rome il y a 2 mois de ça. On avait joué à Rome avec mon club, Milan AC. Et on a discuté avant le match. Enfin, si j'avais l'intention, si je voulais venir retourner ici en France à jouer à Marseille, moi j'étais bien content, parce que encore ça veut dire qu'ils pensent à moi en France. Nous saurons sans doute tout à l'heure si Nestor Combin, si vous posez la question, jouera ou non en France, car il déjeune actuellement avec le président du Football Club de Metz, M. Molinari, donc après ce déjeuner, sans doute un résultat. En athlétisme, les championnats de France débutent tout à l'heure à Colombes à 16h30. 700 athlètes, hommes et femmes, vont donc participer à ces championnats pendant 3 jours. 2 absents de marque, Pierre Colnard, le lanceur de poids, qui souffre d'un arrachement des ligaments du biceps droit, et François Tracanelli, le sauteur à la perche, qui, après un hiver passé en Californie, s'est blessé à Helsinki le 30 juin dernier. Il faisait son premier test hier en présence d'Alain Billouin. Il a décidé de renoncer à ce championnat de France, mais il participera sans doute au championnat d'Europe à Helsinki. Aujourd'hui où je faisais mon test pour décider de ma participation au championnat de France d'abord, puis au championnat d'Europe ensuite. J'ai fait 4-5 courses et sans oser piquer. Et au moment où j'ai fait un saut... Vous aviez l'appréhension? J'avais aucune douleur, mais j'avais quand même l'appréhension. Et au moment où j'ai pris mon appel, c'est-à-dire où il y a eu une foulée un peu plus forte que les autres, où il fallait pousser, et bien j'ai ressenti une douleur qui me rappelait les douleurs que j'avais ressenties sur mes anciens claquages. Alors je suis monté voir le docteur. Il m'a déconseillé de disputer les championnats de France. En 3 semaines, vous pensez avoir la possibilité de revenir à plus de 5 mètres? Eh bien, je comptais sur 2 compétitions pour arriver à me préparer raisonnablement bien pour les championnats d'Europe, les championnats de France, plus une réunion qui avait lieu à Vittel. Je risque d'aller au championnat d'Europe sans avoir sauté depuis plus d'un mois. Une condition d'infériorité qui me fait un peu peur.
Selon vous, Maurice Souvion, François Tracanelli pourra-t-il disputer les championnats d'Europe à Helsinki? Oui. S'il a la possibilité, à partir de la semaine prochaine, de pouvoir s'entraîner, de faire un tout petit peu de rythme, je crois qu'il lui faudra peu de temps pour revenir à son meilleur niveau. Et ça me rappelle un petit peu l'an dernier, à cette époque-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait eu, avant les championnats de France, 3 semaines avant, déjà un petit claquage aux ischios. Et il n'avait rien fait, c'était au moment où il faisait des zéros, enfin, ça lui avait permis de faire de l'endurance et de se reposer. Et ensuite, au championnat de France, c'était revenu un tout petit peu, il avait été battu, mais il donnait déjà des espoirs. Et je crois qu'une dizaine de jours après, il avait fait 1m40. Voilà donc pour les sports. Je reçois plusieurs télégrammes concernant la politique étrangère, je vous en donne l'essentiel. D'abord, je vous disais qu'il y avait des combats ce matin à Khartoum. Nous recevons le bilan de ceux qui s'y sont déroulés hier, alors que les hommes fidèles à Nimeiri reprenaient le pouvoir à ceux d'El Nour. 16 officiers et 14 sous-officiers de l'armée soudanaise tués et de très nombreux morts et blessés dans la population, de sources proches du général Nimeiri. Par ailleurs, à Londres, en ce moment, le gouvernement britannique est en train de réexaminer ses relations avec la Libye, ceci après le détournement de l'appareil de la BOAC à bord duquel se trouvait M. El Nour. Vous vous souvenez de cet épisode quasi rocambolesque hier, cet épisode de piraterie politique contre lequel la Grande-Bretagne avait réagi tout de suite. Autre télégramme qui vient d'Allemagne. Il semble que le chancelier Brandt soit optimiste quant aux chances de réaliser un accord sur Berlin avec les soviétiques cet automne. Le chancelier a envisagé l'installation d'une représentation soviétique à Berlin-Ouest et il estime que celle-ci ne modifierait pas le statut de la ville. Nous en venons de nouveau à la bourse. Nous retournons à la bourse avec les cotations. Un mot d'abord sur l'industrie automobile. Nous parlions des bidonvilles de Renault. Eh bien, il y a, dans un ordre d'idée, un bilan de l'industrie française de l'automobile qui est bon pour le premier semestre. Les immatriculations ont augmenté de 10%, les exportations également de 5%, et ceci malgré les grèves chez Renault au mois de mai. Et l'on voit des grands producteurs comme Peugeot, par exemple, qui a augmenté sa production de 8%, et surtout Citroën, qui détient le ruban bleu avec une progression de 22%. Hausse des valeurs françaises aujourd'hui, surtout des pétroles. Nous allons voir le cours de l'Aquitaine, des pétroles d'Aquitaine, 654 contre 642 et maintenant 650. Hier, j'avais fait allusion à un communiqué de El Ferrap sur l'état des recherches en mer du Nord, près des côtes norvégiennes. Ce communiqué, finalement, ne sera publié que cet après-midi, mais il confirmera ce que je disais, c'est-à-dire que le gisement de Frigg a mis en évidence du gaz naturel. On ne parle pas pour l'instant d'indice de pétrole. Des hausses également du côté des mines d'or sud-africaines et parmi les valeurs françaises, vous voyez par exemple que la Française de raffinage, ce sont surtout les valeurs pétrolières. Baird est en hausse, Travaux publics, Général d'entreprise gagne aujourd'hui 4,80 francs avec un cours de 149. Voici d'autres hausses. À remarquer qu'il y a eu un mouvement assez spectaculaire dont on a peu parlé, c'est une hausse des plantations de caoutchouc, des affaires françaises au Vietnam, à la suite des perspectives offertes par un entretien entre Nixon et Mao. Revenons à la corbeille. Ici, ce sont alors les grandes valeurs françaises et on voit bien qu'il y a tout de même des gains assez sensibles sur Bull, par exemple, et la Compagnie Générale d'Électricité qui gagne 50 centimes aujourd'hui. Michelin en net progrès, ainsi que la Thomson. La Française des pétroles a baissé aujourd'hui. Disons que ce sont des prises des bénéfices, car hier, il y a eu un marché record sur cette valeur, en plein mois d'été, donc on a échangé plus de 50 000 actions sur la Française des pétroles hier. Vous voyez que Rhône Poulenc a tout de même progressé jusqu'à 209. C'est une bonne indication pour la tendance d'aujourd'hui. À noter que les chiffres d'affaires du premier semestre dans certains secteurs sont en forte progression. Par exemple, dans la construction électrique, Merlin-Gerin annonce une augmentation de 22% de ses ventes et une affaire comme Legrand, 22% également. Peugeot, 303, les obligations convertibles. Donc, bonne fin de semaine à la Bourse de Paris. Je pense qu'on va peut-être avoir le cours de la norvégienne de l'azote qui a été assez secoué, étant donné qu'on s'attendait à une certaine déception en ce qui concerne les récentes prospections en mer du Nord. Eh bien, effectivement, on a inscrit un cours de 958, le premier, contre 975, et on revient maintenant
au cours d'hier, c'est vous dire que le marché a beaucoup de ressorts, beaucoup d'allants. Jean Lanzy, je vous laisse la parole. Ça vit à la bourse. L'heure est venue de nous quitter. Bon après-midi et puis pour le choléra surtout, pas d'affolement.